nous aurons une intervention de Jérôme Martinez qui, sur des sujets qui sont tout à fait d'actualité. Alors évidemment, nous pensons tous à ce qui est en train de se passer, qui fait un peu la une des journaux, et qui est un sujet tout à fait fondamental, qui est le travail des sans-papiers. Oui, bon. Mais il nous parlera aussi de quelque chose qui est dès ce mois-ci, le mois prochain, va faire l'actualité, c'est-à-dire une nouvelle directive, une nouvelles orientations au niveau de l'Europe, et sachant que tout ceci va se discuter, notamment au moment où c'est la France qui va avoir la présidence de l'Union européenne. La question aujourd'hui de la situation économique, politique en Afrique et la manière dont la France et l'Union européenne y répondent sont, en matière d'immigration notamment, sont intimement liées. Il y a un lien évident aujourd'hui entre la manière dont, en Europe et en France, on traite la question de l'immigration et ces questions économiques et politiques. Et ce n'est pas uniquement des questions de l'Union européenne, mais c'est aussi la politique française. J'essaierai peut-être à la fin de faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des travailleurs sans papier, où il y a évidemment un lien entre aujourd'hui ce qui est mené au niveau international et la politique menée par le gouvernement de Sarkozy. Alors, peut-être un point sur la question européenne, avant de parler un peu de l'actualité, pour expliquer comment l'Union européenne et les pays qui en sont membres, dont la France, ont depuis à peu près plus d'une quinzaine d'années pensé la question de l'immigration et des rapports nord-sud. D'abord, il faut remonter un petit peu dans l'histoire, revenir au premier grand moment un petit peu de cette question-là, c'est les accords de Schengen en 1991. Accords de Schengen qu'on connaît tous, puisque c'est ce qui permet la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui avait comme corollaire la création d'une frontière extérieure harmonisée à travers les visas. La généralisation des visas pour venir en Europe, ça vient effectivement de cette période-là, puisque on l'oublie trop souvent maintenant, mais avant cette période-là, il y avait pour un certain nombre de pays, notamment d'Afrique, il n'y avait pas de visa, et donc il y avait une circulation qui existait avant cette date. Donc 91, et puis autre date, donc Maastricht en 92, où la question de l'immigration devient une question commune à l'ensemble de l'Union européenne, puisqu'auparavant c'était une question que gérait chaque pays, dans ses accords bilatéraux liés notamment à ses anciennes relations coloniales, et à partir de 91-92, donc une volonté commune de mettre en place une politique européenne en matière d'immigration. Alors ça s'est traduit ensuite par un certain nombre d'accords, de directives sur les demandeurs d'asile à travers les accords de Dublin, sur les questions en matière de création de fichiers internationaux. Il y a le système d'information Schengen qui est un fichier européen aujourd'hui qui recense des dizaines de milliers de personnes étrangères qui sont passées par l'Union européenne. Il y a la mise en place d'un certain nombre de moyens politiques, policiers et militaires communs. Il y a un certain nombre d'accords qui ont été votés sur les questions de regroupement familial, sur les questions d'immigration économique, avec l'idée d'une carte verte européenne, une carte bleue européenne qui serait le pendant de la carte verte des USA, donc un statut de résident européen. Donc un certain nombre de choses qui ont avancé progressivement. Jusqu'au début des années 2000, on a eu un pas vraiment nouveau qui s'est mis en place. Alors pas uniquement venant de Bruxelles comme ça dans l'absolu, mais initié par les pays membres, notamment la France. Et ça s'est traduit par trois aspects qui on va le voir aujourd'hui, ont un impact très fort, notamment en Afrique. Premier élément, la mise en place d'une politique répressive à outrance, c'est-à-dire la volonté de réprimer l'immigration irrégulière à tout prix. Alors ça s'est traduit par quoi ? La généralisation des charters, la généralisation des fichiers, la mise en place d'une agence européenne policière qui s'appelle Frontex, qui est un organisme policier européen qui est chargé du contrôle de l'immigration. C'est l'enrôlement d'un certain nombre de forces militaires, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez voir le site de l'OTAN en Méditerranée, vous voyez dans l'émission du contrôle de l'OTAN en Méditerranée le contrôle de l'immigration clandestine. Donc l'utilisation de moyens militaires poussés pour le contrôle de l'immigration. Alors après, ça se traduit par d'autres éléments qui sont, au niveau, deuxième aspect, la question des négociations internationales. Et là, on rentre dans un domaine très flou et qui évolue très vite et qui a pour le coup un impact très fort dans les pays africains. Ça s'est traduit comment ? Alors, dans le film, on parle de termes un peu euphémisés, d'accords, de gestion, etc. Au niveau européen, on appelle ça en matière d'immigration les accords de réadmission et maintenant les accords de gestion concertée de l'immigration. Ça traduit comment ? C'est en gros imposer aux pays d'origine une forme de chantage. C'est-à-dire, en gros, depuis les années 2000, ce que fait l'Union, c'est qu'elle dit
nous ne signerons des accords économiques et des accords de coopération qu'à la condition que la question du contrôle de l'immigration soit mise dans ces accords-là. Ça se traduit comment? Prenons un exemple, le Maroc, qui est un des premiers pays sur lequel l'Union européenne a expérimenté ce travail-là, puisque c'est encore la porte d'entrée de l'Europe d'immigration clandestine. C'est un pays d'immigration aussi très fort. Signature d'accords de réadmission qui imposait au Maroc de réadmettre tous les ressortissants clandestins qui passaient par le Maroc et qui arrivaient en Espagne. Envoi au Maroc de plus de 40 millions d'euros pour que le Maroc développe des forces de police et des forces militaires pour contrôler l'immigration clandestine. Imposition au Maroc de l'adoption d'une législation sur l'immigration en 2003, qui est un copier-coller de la législation française. Donc imposition et demande au Maroc d'être le gendarme de l'Europe, mais ce qui se passe au Maroc se passe en Algérie, en Libye, en Égypte, en Europe de l'Est, et on le voit de plus en plus dans des pays plus au sud encore, avec en échange une négociation sur le nombre de Marocains acceptés, notamment en Espagne, puisque l'Espagne fonctionne depuis très longtemps avec des quotas d'immigration, notamment pour travailler dans l'agriculture, donc on négocie les quotas, et on négocie des accords d'investissement l'Union européenne au Maroc. Donc tout ça mis dans la balance, on négocie l'ensemble, et le Maroc accepte ou n'accepte pas. Ce que le Maroc était parfois, dans certaines situations, en capacité de faire, parce que c'est un acteur, malgré tout important, dans le nord africain, d'autres pays, on pense au Mali, au Sénégal, sont évidemment dans une situation beaucoup plus difficile pour négocier. On n'est pas dans une situation d'égalité où on négocie d'égal à égal entre ce qu'on demande au Mali en termes de retour des clandestins et ce qu'on va donner au Mali en termes d'aide économique. Donc il y a un chantage comme ça qui est officiel au niveau européen et qui inclut les questions économiques, les questions politiques et les questions d'immigration. Alors j'oubliais pour le Maroc une autre question qui a été mise dans la balance, la question du Sahara occidental. C'est-à-dire en gros, si le Maroc accepte ces accords-là, l'Union européenne révisera sa position sur la question d'indépendance du Sahara occidental. Donc vous voyez comme quoi ces questions d'immigration vont ensuite découler sur des questions économiques, politiques importantes et qui ont un impact en Afrique. Quelles conséquences ça a, notamment dans un certain nombre de pays africains? Prenons toujours l'exemple du Maroc. Le Maroc se trouve aujourd'hui, avec le durcissement des contrôles sur le détroit de Gibraltar, être un peu une voie sans issue pour des milliers de clandestins subsahariens qui essaient par là de passer en Europe. Le Maroc, évidemment, n'a pas forcément envie d'être une terre d'accueil, elle n'en a pas forcément les moyens, et elle n'a pas forcément envie d'être ce lieu d'accueil-là à la place de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle met en place? Un contrôle au sud de son pays. Idem, le pays au sud, que va-t-il faire? Il va mettre en place des contrôles au sud de son pays. Et donc on a petit à petit, au niveau de toute l'Afrique, une contamination d'un mode de gestion de contrôle d'immigration totalement répressif. On a rétabli, par exemple, dans certains pays, un délit d'émigration qui n'existait pas. On a réimposé des obligations de visa entre pays africains. Toutes ces choses-là sont directement liées à la politique de l'Union européenne en matière de gestion de l'immigration. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer au niveau des accords de réadmission et de leur impact dans les pays d'origine. Autre élément, troisième élément, l'adoption de règles communes, donc ça j'en ai parlé, asile, regroupement familial, etc. Et aujourd'hui, et j'en viens un peu à l'actualité européenne, un certain nombre de projets de directives qui sont en cours de discussion. Une directive sur la question de l'enfermement des migrants irréguliers en Europe, donc une directive sur le retour, qui est en discussion depuis près de 3 ans au niveau de l'Union européenne, qui doit être en discussion au Parlement européen, au départ le 21 mai, maintenant le 5 juin. Elle a été repoussée plusieurs fois. Pour la première fois, le Parlement européen a un pouvoir codécisionnaire dans ces directives-là, donc ils ont un vrai rôle à jouer, les parlementaires. Et donc la nécessité là de se mobiliser, parce que le contenu de cette directive aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'une part, sur le principe même, généraliser le principe qu'on peut enfermer de manière préventive des étrangers irréguliers venant en Europe. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays européens, on enferme, notamment dans les centres de rétention, des gens qui sont en situation irrégulière qu'on va vouloir expulser. Là, on va généraliser le fait que quelqu'un qui est en situation irrégulière et qui, par exemple, va attendre la décision sur son titre de séjour, pourrait être enfermé dans ces lieux-là, en attendant que la décision se fasse. Ça existe dans certains pays européens aujourd'hui, en Allemagne, etc. Il y a déjà ce système-là. Là, on veut le généraliser au niveau européen. Autre élément, l'adoption d'une norme qui, en gros, permettrait l'enfermement des migrants irréguliers jusqu'à 18 mois. On est en France à 32 jours. Alors, évidemment, l'Union européenne le met en avant aussi comme une avancée, puisque dans certains pays, il n'y a pas de limite.
Mais ceci dit, c'est quand même une avancée qui est quand même très mesurée, et on aurait pu prendre limite en compte des pays où malgré tout les situations sont un peu moins pires qu'ailleurs. Là, on est sur 18 mois. On est sur la création d'une interdiction du territoire européen pour 5 ans. C'est-à-dire que quelqu'un sans papier a été expulsé, il ne pourra plus revenir pendant 5 ans. Quelles que soient les situations d'expulsion, qu'il soit là depuis 20 ans, 30 ans en France, qu'il ait des attaches familiales, tout ça ne rentrera plus en ligne de compte. Et surtout, il n'y a aucune protection contre l'éloignement. Même des mineurs pourront être enfermés jusqu'à 18 mois et reconduits dans ce cadre-là. Ça, c'est ce qui est en train d'être voté au niveau européen. Donc il y a une mobilisation en cours. Il y a demain un rassemblement à Bruxelles d'un certain nombre d'organisations européennes qui ont signé un appel et qui tentent par là même de mobiliser aussi les parlementaires qui ont un rôle à jouer là-dessus. On n'est pas du tout sûr que les choses aboutissent, mais il y a encore un espoir que un certain nombre de parlementaires prennent conscience un petit peu de ce que signifie cette directive et de son impact quand même sur même ce qui constitue l'essence même de l'Union européenne, qui s'est créée quand même sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Donc près de 50 ans après, de 60 ans après, on dit aujourd'hui c'est normal d'enfermer les gens qui n'ont rien fait jusqu'à 18 mois et ensuite de les expulser, ça pose quand même un certain nombre de questions de principe sur ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément d'actualité. Autre élément qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, mois, dont vous allez, je pense, entendre beaucoup parler, c'est la présidence française de l'Union européenne, à partir du mois de juin, où a déjà été annoncé un certain nombre de choses sur impact européen sur les migrations, et en octobre, un sommet euro-méditerranée qui va aussi beaucoup traiter des questions d'immigration. Ce pacte européen, c'est quoi? C'est en gros dire il faut qu'on aille plus loin dans l'harmonisation des politiques européennes. Alors, ce dont on a beaucoup parlé, c'est l'interdiction des régularisations massives en Europe, c'est-à-dire empêcher ce qui s'est fait en Espagne, en Italie, au Portugal, etc. D'autre part, créer un statut de réfugié européen. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, la question des réfugiés est importante, c'est-à-dire que le statut de réfugié, c'est un statut aujourd'hui qui est accordé par une convention de Genève qui date de 1951, qui est un statut international reconnu par des centaines de pays, et qui en gros permet et oblige les États à protéger les personnes qui sont persécutées ou qui craignent des persécutions dans leur pays d'origine. Donc on n'en a pas trop parlé dans ce film parce qu'il ne s'agit pas d'une immigration de ce type-là, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui représente des centaines de milliers de personnes. Et là, à travers ce que le pacte européen veut mettre en place, c'est en gros dire cette convention internationale, c'est très bien, mais l'Europe, elle va définir ses propres définitions du statut de réfugié. C'est-à-dire en gros la fin de la Convention de Genève de 1951, et en gros en train de dire que tout ça, ça explose et chaque pays peut déterminer qui il doit protéger. Donc, ce qui est quand même un des piliers quand même du droit international, cette Convention de Genève, est menacé éventuellement d'explosion, pas dans les prochains mois, mais à moyen terme, à travers ce pacte européen sur l'immigration. D'autres éléments un peu plus anecdotiques, on va dire, c'est la création d'un contrat d'accueil et d'intégration européen. En gros, Sarkozy dit ce que j'ai fait en France c'est merveilleux, il faut que tous les pays européens l'adoptent. Voilà, donc ça c'est ce qui est en train de se négocier, puisque vous voyez souvent Hortefeux, Sarkozy en train de faire des voyages dans plein de pays européens. Il est en train de négocier ce genre de choses en espérant qu'il crée ce statut-là. Bon, je pense clairement qu'il ne va sûrement pas y arriver parce qu'aujourd'hui, je pense beaucoup ses désirs pour réalité en matière d'immigration et que tous les pays européens ne sont pas prêts à, comme ça, se débarrasser de leurs propres orientations pour adopter celle du président français. Mais il y a aussi cette volonté aujourd'hui sur un certain nombre de choses, de rompre, pour le coup, avec ce qui reste quand même encore un cadre juridique international de protection des droits de l'homme. Donc ça, c'est sur le pacte européen et sur le sommet euro-méditerranée. Et là, on va rentrer peut-être du coup dans la nécessité, pour le coup, que ce qui a été vu là, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui en Afrique à travers les forums sociaux, à travers les ONG qui se mobilisent, que les ponts se concrétisent au moment de ces négociations-là aujourd'hui. Parce que, donc, en octobre aura lieu à Paris le sommet euro-méditerranée, qui en gros essaie de définir quel cadre on pourrait, tout dans le pourtour méditerranéen, créer pour permettre une meilleure circulation des personnes. Alors, je dis ça de manière très rapide, mais Sarkozy, il y a quelques jours, était, je crois, à Tunis, où en gros, il disait vous avez la main-d'œuvre, nous avons l'argent, c'est comme ça qu'il le disait. Donc c'est comme ça qu'il conçoit aujourd'hui le dialogue méditerranéen. Très brièvement, ce serait de rappeler un peu l'historique de l'endettement des pays du tiers-monde. Donc, pour des pays comme le Sénégal qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, mis à part la pêche et l'agriculture, qui sont quand même des choses très intéressantes. C'est beaucoup les agences de prêts multilatérales, donc Banque mondiale et FMI, qui vont avoir prêté et des prêts bilatéraux, la France notamment,
Donc en fait, au sortir de la guerre, la Banque mondiale a été créée pour la reconstruction de l'Europe et le développement. Bon, la reconstruction de l'Europe, ça a été zappé par le plan Marshall, qui d'ailleurs n'était pas des prêts, mais c'était un don. Ensuite, donc c'est intéressant de voir la différence de traitement. Et donc, jusqu'à la décolonisation, la France a souscrit quand même des prêts au nom du futur Sénégal. Donc ça, c'était pour développer des infrastructures. Donc on connaît tous à peu près les bienfaits de la colonisation, qui était développer des infrastructures pour exporter les matières premières pour l'Europe notamment. Et donc ce modèle, notamment, on a transmis les dettes aux nouveaux pays indépendants. Et ensuite, ce modèle a bien continué. Donc la Banque mondiale a prêté beaucoup aux nouveaux pays indépendants pour continuer à développer ce modèle, qui était exportation. Donc dans le cas du Sénégal, de l'arachide, dont il est parlé. Je ne sais pas trop s'il y a trop de coton, mais il y a d'autres pays ouest africains où il y a beaucoup de coton, notamment, ou de l'or. Enfin, donc un modèle complètement colonial qui a débouché dans les années 80 à une crise de la dette. Alors jusqu'à là, il y avait encore un débat entre est-ce qu'on fait un développement plutôt par substitution d'importation ou par exportation. C'est plutôt l'exportation qui a gagné. Et puis dans les années 80, il y a une vague néolibérale qui a atteint la Banque mondiale et qui dans une période de crise. Donc les États se sont retrouvés en crise économique parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser leurs dettes, parce qu'on leur avait dit endettez-vous pour faire ces exportations. La dette, je simplifie, je vais essayer de ne pas être simpliste, mais de simplifier. La dette est un outil, c'est une forme légale de vol, premièrement. Et deuxièmement, c'est un outil qui permet un diktat de politique. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des pays qui possèdent des choses qui ne leur appartiennent plus. Par exemple, le pétrole. Le pétrole est gagé. C'est-à-dire qu'ils ont du pétrole, mais qui ne leur appartient pas. Alors, les minerais, c'est la même chose. C'est pour rembourser les dettes. Ensuite, la dette, au niveau de ces pays, permet en fait de leur imposer des politiques. C'est ce qui fait qu'il y a des fantoches ou des collabos à la tête de ces pays. Donc, ça veut dire que le FMI arrive et dit, bon voilà, vous avez une dette, il faut la rembourser, on va vous dire comment. Donc après, ils sont pieds et poings liés, plus ou moins volontairement, pour appliquer les politiques. C'est des politiques qui sont effectivement néolibérales, et en fait, c'est des politiques néocoloniales. Il faut savoir que, en fait, les pays européens sont des centres. Et donc tous ces pays, Afrique, comme en Amérique du Sud, doivent être une périphérie. Donc on détruit toute leur capacité à produire indépendamment. Ils sont là que pour fournir main-d'œuvre, matières premières, mais ils sont de la périphérie. Ici, on est au centre. Et donc le centre attire tout. Et donc le mouvement ne doit être dans un seul sens. Ce qui fait que les richesses, on les prend, mais on ne veut pas les redistribuer. Là, tous ces gens qui veulent partir, c'est eux qui apportent un petit peu de quelque chose. Ils se sacrifient pour les autres, pour ceux qui restent. Il faut savoir que dans les médias, on dit on aide. Il faut savoir que c'est les gens qui viennent ici, qui se sacrifient, qui ramènent le plus d'argent là-bas. L'argent qui est soi-disant envoyé ici, c'est souvent de l'argent boomerang. Il est envoyé et il revient aussitôt ici. Bonsoir, M. Dam. Moi, je crois qu'en France, en fait, en Afrique, il est toujours colonisé en Europe. Parce qu'on a pris notre indépendance, mais on dirait qu'on n'a pas pris l'indépendance. On est toujours colonisé en France. C'est eux qui décident pour les gouvernements africains. C'est eux qui organisent les réunions, c'est eux qui organisent les élections, c'est eux qui décident tout. On est très riches, nous les Africains. On a tout. On a des pétroles, des diamants, de l'or, des coutons. On a tout chez nous, mais on ne profite pas. Ce qui m'a touché tout à l'heure par le reportage, c'est la dame qui a dit, elle a perdu son unique enfant. Ça m'a beaucoup touché. Parce que moi, je ne vendrai jamais mes biens pour envoyer mes enfants ici en France. Puisque moi j'ai vécu pareil, j'espère que mes enfants ne vivront pas la même chose.
qu'eux. Mais nous, tout ce qu'on demande, nos grands-pères, nos pères, ils ont fait la guerre mondiale ici, ils sont français, leurs enfants sont français, et nous aussi on est français, puisqu'on est toujours colonie. On voudrait vivre tranquillement, comme les Français, et ils vivent bien chez nous. Ils ont tout. Ils ont les villas, ils ont les gardiens, ils ont l'air bien, ils mangent comme il faut, ils dorment comme il faut. Où il y a des guerres civiles, il y en a qui ont ça, ils ne veulent pas rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'ils vivent bien. Voilà. Le gouvernement, ce n'est pas la première, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est toujours été. Merci, M. Dab.